Ok. Alors, on va pouvoir passer à Aristote. On va pouvoir passer à Aristote. Ou plutôt, non, excusez-moi. On va pouvoir passer à Aristote, mais on va surtout pouvoir passer à comment est-ce qu'on décompose l'ontologie, l'énergologie et la phénoménologie chez Aristote et Platon. Donc, on va se placer comme ça. Ok, on va mettre Platon ici, Aristote ici. Tac. Ici, onto, énergo et phénoménaux. Bon, évidemment, je ne réécris pas à chaque fois logie parce que ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. En plus, j'écris mal. Phénoménaux, rien ne va. Phénoménaux, ouais. Ok. Ben, c'est très simple. Ou pas, d'ailleurs. Mais on va directement donner les conclusions qu'observe Kojève, qu'obtient Kojève à ce sujet-là. Et pour ce faire, on va directement aller au niveau du sommaire. Alors, ici, on peut voir que pour Platon, l'ontologie devient une théologie monothéiste, on le précisera. L'énergologie devient une idéologie. Donc là, on l'a déjà abordé, théorie des idées, théorie de la forme. Et que la phénoménologie, pour Platon, de Platon, devient une cosmologie spiritualiste. Ok. Puis, pour Aristote, l'ontologie devient une théologie polythéiste, soit, donc théologie monothéiste chez Platon, polythéiste chez Aristote. On voit la contradiction déjà, hein, l'opposition entre polythéisme et monothéisme. Alors, on précisera que c'est un monothéisme non pré-chrétien, hein, pré-abrahamique. Donc, il aura un terme spécifique qu'on précisera un peu plus tard. Pour l'énergologie, on obtient une étiologie, entre parenthèses astrologie, on y reviendra, mais astrologie m'apparaît plus important, m'apparaît plus signifiant. Et pour la phénoménologie, Aristote obtient une biologie intellectualiste ou scientifique. Et on voit déjà peut-être une certaine division, parce que théologie, spiritualiste, astrologie, biologie intellectualiste, tiens, est-ce que là, déjà, dans cette parathèse thétique et antithétique, on n'a pas une séparation foi-science, avec d'un côté un axe plus important sur la notion ontologique, avec la partie théologique, et donc un certain, on va dire, mépris, ou tout du moins une hiérarchisation, avec l'énergologie et la phénoménologie, qui sont subsumés du coup à l'ontologie, alors que chez Aristote, ce sera plutôt dans l'autre sens. L'ontologie et l'énergologie au service d'une phénoménologie. Peut-être qu'il y a déjà, on voit déjà soudainement un vieux conflit entre finalement thèse et antithèse, entre foi et raison, qui ressurgit ici du coup dans cette décomposition des discours platoniciens et aristotéliens. Ok, c'est intéressant. On va noter ça. On va noter ça. On va noter ça. Donc, l'ontologie chez Platon, ça nous donne une théologie. Ok.
Alors, théiste, on précisera le mono un peu plus tard. Pour l'énergo, une idéologie. Alors, pas dans le sens moderne du terme, hein, mais vraiment dans le sens un savoir, un discours sur les idées. Hein. Voilà, donc, théorie des idées, des formes. Et pour la phénoménologie, donc une cosmologie, donc un discours sur l'univers, un cosmo pour l'univers, spiritualiste. Ok. D'accord. On y reviendra. Pour Aristote, du coup, on aurait une ontologie, alors donc pour l'ontologie, une théologie polythéiste. Polythéiste. Et pour l'énergo, on aurait alors une étiologie, ok, terme étrange. Beaucoup de logie, hein, de toute façon. Slash astrologie, alors ça c'est déjà quelque chose qui nous parle un peu plus. On précisera la notion de sphère, notion importante chez Aristote, qu'on retrouve aussi par rapport à l'ontologie. Et pour la phénoménologie, eh bien, c'est donc du coup une biologie, là aussi entre guillemets, intellect. Je n'arrive pas à écrire ce soir, c'est terrifiant. Intellectualiste. Ok. Alors. Bon. Avant de développer sur ces trois parties, on va quand même passer un peu de temps sur ce bon vieil Aristote. Parce que ce que j'ai pu développer chez Platon, c'est le fait que ce soit une parathèse thétique, donc avec une prédominance de la thèse parménidienne par rapport à l'antithèse héraclitienne. Mais chez Aristote, finalement, j'ai pas fait ce développement-là. Je n'ai pas encore fait. Donc il serait peut-être temps de le faire. Et donc, si Platon nous a proposé une théorie des formes, chez Aristote, on va plutôt avoir une théorie des espèces. Oh, tiens, espèces, biologie. Un lien? Oui, évidemment. Alors, avant de parler de la théorie des espèces, avant d'aller un peu en profondeur, on va revenir sur le fait que Aristote comme Platon est face à un problème. Il a une thèse et une antithèse évidemment contradictoires, éminemment contradictoires. Comment faire un compromis entre ces deux positions irréconciliables? Surtout que, pour Aristote, Platon ne le satisfait pas. Et Platon ne le satisfait pas parce que, contrairement à Platon, Aristote n'est pas dans un certain rejet du monde phénoménal. C'est-à-dire que chez Platon, il y a en fait cette idée, comme j'ai pu un peu l'aborder au début de cette 5e partie, cette idée qu'en fait le monde phénoménal, on ne peut rien en dire, qu'il est un bavardage perpétuel parce que tout est soumis au changement. Voilà, tout est soumis au changement, c'est le fleuve héraclitien, c'est un bavardage qui ne cesse de se contredire, on ne peut rien en dire. De facto, on ne cesse de se contredire quand on parle en fait du monde phénoménal. Aristote, il fait non, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre juste de jeter le monde phénoménal comme ça. Et ce que développe Aristote, c'est que si Platon nous parle finalement des idées comme des points,
Aristote, lui, ce qu'il va développer avec sa propre théorie, c'est plutôt des cercles. Parce que chez Aristote, il y a cette idée que finalement, le monde phénoménal, il est quand même régi par des cycles, par le fait que d'un point A, on revienne à l'état initial. Or ça, le cercle, le cycle, c'est éternel. Et oui, on retrouve alors, au sein du monde phénoménal, au sein des cycles phénoménaux, le concept. Et oui, le concept, la vérité qu'on cherchait tant, que Platon plaçait en dehors du temps. Eh bien, Aristote, lui, ce qu'il fait, c'est que, et c'est ce qu'on avait dit, hein, je vous le rappelle, mais dans notre parathèse antithétique, on avait dit avec l'éternité dans le temps. L'éternel en rapport avec l'éternité dans le temps. Autrement dit, dans le monde du phénomène, dans l'existence empirique. Et ben ouais, c'est la grande découverte d'Aristote, c'est que les cycles, les phénomènes cycliques, sont éternels, parce que ils se reproduisent. Avec, du coup, un exemple très important, l'œuf qui amène au poussin, qui amène à la poule, qui pond un œuf. En fait, on peut même skipper le poussin. Et ça, c'est de là d'où vient la fameuse question, l'œuf ou la poule? Et oui, s'il y a un œuf, c'est qu'une poule l'a pondu. S'il y a une poule, c'est parce qu'un œuf a été pondu. Et ça, c'est un cercle, c'est un cycle, c'est de facto un élément qu'on peut tirer du monde phénoménal pour en sortir quelque chose, pour en dire une vérité, en fait. Il va donc développer, et en fait, à partir de là, ce que nous fait Aristote, c'est que, ok, on a des cycles dans la nature, et ces cycles sont engendrés par, alors pas par d'autres cycles, tout de même, on va l'exprimer un peu autrement. Voilà. Alors, je retrouve ceci. Ce soir, voilà. Ok. Voilà, donc, on retrouve œuf, embryon, poussin, poule. Ok. Et là, théorie des espèces, donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Or, tout comme les idées platoniciennes, les essences aristothéliennes sont multiples et variées. Pour Platon, l'idéa s'oppose au phénomène noir, qui est à la fois B et non B, ce non B étant de son côté C et non C. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pour Platon avec la théorie des idées. Et les B et C, etc., sont non seulement incarnés dans les phénomènes, qui y participent, mais encore séparés de ceux-ci en tant qu'idées atomiques. Pour Aristote, toutes les formes sont incarnées. Donc là, au contraire de Platon, qui certes nous dit que les idées sont incarnées dans les phénomènes, mais elles sont séparées. C'est-à-dire qu'on peut séparer l'idée du monde phénoménal. Ce que dit Aristote, c'est que toutes les formes sont incarnées, et une forme thétique, X, n'a pas plus d'avantage que la forme contraire, antithétique, non X. Autrement dit, on ne peut plus séparer l'idée du phénomène. Elles sont toutes sur le même plan, pour ainsi dire. Au lieu du schéma dialectique de la diazéris platonicienne, on a donc chez Aristote un schéma tout différent.
Et donc, c'est ce schéma-là. Alors, du coup, je ne vais pas reproduire le schéma platonicien, parce que, comme je l'ai fait pour Aristote, je vous le montre directement, avec du coup les espèces. Donc là, ce sont les cycles de type œuf ou poule, qui sont en fait engendrés par les genres, eux-mêmes engendrés par les familles. Et donc, ici, Kojève continue. C'est le schéma de la définition aristotélien par le genus proximum et la differentia specificia qui aboutit à la confusion des genres, critiquée par Platon. Bon, ok. On va skipper un peu ça. On va plutôt venir sur le petit paragraphe en dessous. Ce schéma s'obtient de la façon suivante. On fait la liste des cycles éternels qu'on observe dans le monde phénoménal. Ce sont les espèces, donc c'est ce que j'ai dit auparavant. Si l'on constate que l'on peut dire la même chose de deux ou de plusieurs espèces, en dépit de ce que l'on en dit pour les distinguer les unes des autres, on parle d'elles comme d'espèces différentes d'un seul et même genre, dit prochain, et ainsi de suite, en s'arrêtant nécessairement à ce que l'on peut dire de tout ce dont on parle, sans se contredire de ce dont on parle, qui est le genre suprême. Et l'ensemble de ce que l'on peut dire dans le cadre de ce schéma constitue le système aristotélien pris dans son ensemble. Ok. Donc, autrement dit, en fait, ces trois cycles, ils ont un élément en commun, qui du coup est un genre, qui lui-même a un élément en commun en notre genre, ce qui forme une famille, et in fine, on retrouve une sorte d'élément cyclique unique, pas unique, mais qui est justement parmi tous les autres, toutes ces espèces possibles. Ça, ça rappelle beaucoup de choses, hein. On a mentionné un peu la biologie au début de cette vidéo-là. On retrouve un arbre généalogique, on retrouve le classement des espèces. Ce schéma, il a eu une utilité assez importante. Et donc on voit déjà en quoi la base aristotélienne va produire une biologie. Mais même en fait un discours scientifique. Ok. Mais pour mettre en place le cycle de l'œuf ou la poule, on va ajouter une dernière notion. Assez importante, même si est assez importante. On va y venir, parce que évidemment, il faudra qu'on mentionne aussi le caractère contradictoire du discours aristotélien. C'est la notion qui me permet en fait la mise en place du caractère cyclique et éternel, donc des espèces. C'est la notion de puissance et la notion d'acte. Ok. On va prendre la graine et l'arbre. Bon. Eh bien, l'arbre, en acte, est un arbre. Ok. Voilà. Arbre, en acte, est un arbre. De même, la graine, en acte, est une graine. Ok. Donc, pour le moment, rien de très particulier. Rien de... ce que je viens de dire, c'est juste l'arbre est un arbre, la graine est une graine. Eh bien, moi, je vais vous dire que l'arbre, ou plutôt une graine, est un arbre. Et pour pouvoir le dire, je vais utiliser la notion de puissance. La graine est en puissance un arbre. C'est ce qui se traduit, du coup, par la graine qui devient un arbre. C'est parce qu'elle a en puissance le fait d'être un arbre. C'est une notion qu'on peut assimiler au potentiel, hein, entre autres, même si le potentiel a une notion qui est quand même un peu plus hasardeuse, qui est un peu plus soumise à la probabilité dans ce cadre-là. Mais ici,
on trouve en fait la possibilité du caractère cyclique des espèces par la notion d'empuissance. Le fait qu'en fait, une graine en acte n'est pas un arbre, d'accord? Voilà. En acte, une graine, c'est pas un arbre. Par contre, ça devient un arbre en puissance. Et ce qu'ajoute, du coup, pour permettre la complétion du cycle, c'est que l'arbre en puissance est une graine. Alors, évidemment, ce que vous allez dire, c'est que individuellement, l'arbre, d'ailleurs comme la poule, meurt. Hein. Certes, la poule et la graine peuvent produire des graines. La poule et l'arbre peuvent produire respectivement un œuf et une graine, mais l'arbre individuellement meurt, connaît en fait une fin individuelle. Mais ici, chez Aristote, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le fait que le cycle puisse se perpétuer. Et que donc, en puissance, l'arbre peut donner une graine, et donc, en fait, à partir de cette puissance, la graine peut ensuite donner en puissance un arbre, et ce qui permet en fait la continuité du cycle. Donc là, ici, ce qui nous importe, c'est pas en fait l'existence individuelle de l'arbre et de la graine. Ce qui compte, c'est le caractère cyclique du phénomène qui continue de se produire. Le fait qu'en fait, il y a encore des arbres aujourd'hui et qu'il y en avait il y a 2000 ans. Qu'il y en avait encore il y a 2000 ans. Bon. Voilà, et donc ça va plus ou moins être le système du savoir aristotélien, qui est donc à différencier de la théorie des idées, parce que dans les idées, il y a un truc, comment dirais-je, dans les idées, en fait, on a exclu tout simplement le monde du phénomène. Là où dans la théorie des espèces, c'est pas le cas. Bon. Alors, donc ça, c'est pour Aristote. Il y a une autre notion aussi importante. Chez Aristote, c'est le premier moteur. Parce que, ok, la théorie des espèces, elle est permise par une notion extrêmement importante de la philosophie, c'est la causalité. C'est-à-dire que A engendre, entre guillemets, cause, plutôt B. La poule pond un œuf. Voilà. A pond B. Puis, de B, tac, naît la poule. Ok. Sauf que la causalité, du coup, c'est un enchaînement de causes avec des conséquences. Donc, autrement dit, voilà, j'ai C. Pour que j'ai C, il faut que j'ai B. Et puis pour que j'ai B, il faut que j'ai A. Et puis, ta. Ok. Mais c'est quoi le début? C'est quoi le début de la causalité, du coup? Si tout est régi par la causalité. Ok. Du coup, C est engendré par B, puis B est engendré par A, mais ensuite, quoi? Il y aura un caractère cyclique même jusqu'au bout, c'est-à-dire que C aurait engendré
le premier élément? C'est-à-dire que le dernier élément serait le premier? Ah, ça, Aristote, ça sous-entendrait qu'en fait, l'existence serait cyclique. Autrement dit que le futur permettrait le passé, influencerait le passé. Alors ça, très étrange. Très étrange. Plus qu'étrange, surtout, ça amènerait... Enfin voilà, pour éviter le caractère cyclique, en fait, du temps lui-même, Aristote apporte comme notion celle du premier moteur, qui se révèle du coup être en fait la première cause de l'enchaînement des causalités. Et il développe en fait ça dans, et on va y venir, son étiologie, son astrologie. Et même aussi d'ailleurs dans son ontologie. Et je pense que ça, on en parlera, on reviendra encore sur cette séparation. Je me rends compte que à développer, c'est assez long, et je ne souhaite pas non plus faire des vidéos trop longues. Donc, on a pu aborder Aristote. On n'a pas encore vu son caractère contradictoire, même si ce que je viens un peu de développer sur la notion de causalité de premier moteur déjà nous montre peut-être certaines limites, bien qu'elle ne soit qu'à peine suggérée et effleurée ici, en l'état. Et donc, on va revenir sur la division des discours, du discours platonicien et aristotélien, dans ces trois parties. Et là-dessus, on pourra ensuite conclure sur l'aspect contradictoire du discours aristotélien, comme on l'a fait du coup pour le discours platonicien. Voilà. Et après cela, on essaiera de voir un peu ce qu'ont fait leurs héritiers, pour voir comment justement ils géraient ces contradictions-là. Bien que je suis encore, comme vous pouvez le voir, au début. Hein. Donc pour le moment, tout cela reste encore à déchiffrer. Mais il y aura d'autres notions de Kojève à développer. Donc, et qui vont faire appel justement à cette division en trois. À cette division en trois entre ontologie, énergologie, phénoménologie. Et qui va être en fait assez importante. Qui donc va être assez importante parce que justement, ce que développe Kojève, c'est que les discours qui vont suivre ne seront pas vraiment philosophiques. Ne le seront pas vraiment. Et je vais m'arrêter là-dessus. On reprendra un autre jour. Un jour où je serai un peu plus en meilleure forme. Et ma foi, bah oui, arrêtons-nous là.